Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien, écoute, je suis à Kodak, je suis au Cambodge, à proximité en fait de Phnom Penh, sur une petite île qui a quoi, allez, à 40-50 minutes de trajet en fait de Phnom Penh. Et tu vois, c'est très différent en fait de la grande ville. Là, on retourne un peu en arrière. On a un peu l'impression d'être au fin fond de la Cambrousse. On est en bord du Mékong. Tu dois le voir peut-être derrière moi. Et là, on est vraiment au contact de la nature. Donc là, c'est vraiment les transitions extrêmes telles que je les aime, c'est-à-dire de passer de la grosse ville bien occupée, bien chargée, à un coin où effectivement bah, tu es beaucoup plus au contact de la nature. Encore une fois, moi j'aime bien cette variété, j'aime bien le changement, j'aime pas être toujours bloqué au même endroit. Et c'est vrai qu'au bout de 10 jours, je commence à m'ennuyer un peu dans les endroits, donc je bouge très régulièrement. Mais là, tu vois, c'est pas des gros voyages, c'est finalement 50 minutes de voiture au max. Donc c'est assez facile à faire, assez rapide. Ça te prend pas tout ton temps et puis c'est vachement agréable parce que là, la semaine, il n'y a personne en fait dans ces trucs-là. C'est un endroit où il y a du monde le week-end pendant les vacances un peu, mais là, en fait, t'es royal, quoi, ici. Allez, je vais me poser un petit peu sur la table et puis on va parler aujourd'hui, en fait, d'ouvrir un compte bancaire à l'étranger. Alors j'avais fait il y a quelques temps de ça, en fait, d'ailleurs au même endroit à peu près ici, je crois de mémoire, une vidéo qui s'appelait Comment ouvrir une société à l'étranger en 2018. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une société sans un compte bancaire, bah, ça sert à rien. C'est-à-dire que c'est un bout de papier qui dit que tu es propriétaire des actions d'une boîte, que tu as une adresse postale où effectivement tu peux recevoir du courrier. Mais si tu n'as pas de compte bancaire, bah, ta boîte, elle te sert strictement à rien du tout parce que tu ne peux pas encaisser d'argent, donc tu ne peux pas finalement faire d'activité économique avec. Et c'est devenu en réalité un gros problème aujourd'hui, que ce soit autant pour les particuliers que pour les professionnels, d'ouvrir des comptes bancaires. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut déjà avoir conscience un petit peu de l'évolution du monde et à savoir que notamment il y a eu à partir de 2014 le FATCA, c'est-à-dire le gouvernement américain qui demande à chaque ouverture de compte bancaire de remplir un document et tu le remplis même si t'es pas américain d'ailleurs, qui justifie que en fait t'as pas de rapport avec les États-Unis, t'as pas d'activité économique aux États-Unis. En fait, ce qu'ils cherchent à faire, c'est éviter que les gens ne payent pas leurs impôts et planquent leur pognon. Mais c'est valable pour les Américains en plus parce que les Américains ils sont taxés au passeport. Donc comme ça, en fait, tu vois, un Américain, lui, s'il gagne de l'argent et qu'il a une boîte à Hong Kong, bah, il paye quand même ses impôts aux États-Unis. Et très récemment, en fait, la France et l'Europe en général s'est dotée d'une législation un petit peu similaire, en fait, qui impose aux banquiers, en réalité du monde entier, qui l'ont signé, et ça rentre en application là en ce moment. Ça a commencé un peu l'année dernière, mais là spécifiquement en 2018, de transmettre en réalité les noms des titulaires des comptes en fonction de leur nationalité. En gros, si tu es français et que tu as un compte à Hong Kong, Hong Kong est tenu déjà de le faire savoir au fisc français, et puis surtout de communiquer les soldes le cas échéant. Et ça veut dire qu'en réalité, eh bien, tout ça, ça impose des problématiques pour les banquiers qu'ils n'ont pas envie forcément de gérer. Tu vois, ils n'ont pas envie de se prendre le chou, ils n'ont pas envie de faire de conneries, ils n'ont pas envie de se faire taper sur les doigts. Parce qu'il y a eu des époques où en réalité, bon, ils ont beaucoup déconné en France, notamment HSBC par exemple. Et c'est vrai qu'il y a eu des deals derrière qui étaient de dire, bon, maintenant tu arrêtes de déconner, sinon en fait, ta licence, elle tient à pas grand-chose, quoi. Et c'est vrai qu'on l'oublie, mais les États ont une pression énorme. T'imagines faire fermer la licence d'exploitation de toute une banque dans un pays. HSBC était menacé aux États-Unis de la même manière, moyennant une amende record. La BNP en a mangé une de 3 ou 4 milliards, je crois, aussi, de dollars aux États-Unis. Enfin, tu vois, les business sont tellement importants que les mecs, tu les tiens vraiment par les noix, quoi. Donc, ils font très attention à ça maintenant. Ils n'ont pas envie, effectivement, de perdre leur business. Donc, ça veut dire qu'ils y vont vraiment avec beaucoup de précautions. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et moi, eh bien, c'est que déjà, si tu es résident fiscal français, eh bien, tu vas avoir beaucoup de difficultés à ouvrir un compte personnel à l'étranger. C'est pas impossible, mais on va te demander plein de papiers. Et puis surtout, le fait que tu sois installé en France, que tu payes des impôts en France, que tu vives en France, ça va être quelque chose qui rend ta démarche suspicieuse. C'est pourquoi tu veux le faire. Bon, après, tu peux investir dans un bien immobilier en Europe, par exemple. Il y a 1000 raisons qui peuvent faire que légitimement tu vas pouvoir l'ouvrir, mais on va quand même te poser tout un tas de questions. De l'autre côté, après, il y a des gens qui sont comme moi, qui habitent dans un pays à l'étranger. Par exemple, au Cambodge, tu vois, après j'y vis, j'ai besoin d'un compte bancaire. Je suis en Thaïlande, j'ai besoin d'un compte bancaire. Enfin, tout ça, je l'ai fait il y a longtemps aussi. Mais maintenant, en réalité, le secteur
c'est largement professionnalisé et réglementé, ce qui fait que à l'époque, quand je suis arrivé au Cambodge, je pouvais ouvrir des comptes bancaires avec un visa touristique. C'est plus possible non plus. Maintenant, on va te demander un visa de résidence, c'est-à-dire si tu es touriste, tu n'as pas besoin d'un compte bancaire. C'est la constatation qu'ils font pour simplifier en fait le ménage. Et c'est vrai que c'est logique, quand tu y penses bien, si tu es touriste, tu n'as pas besoin d'un compte bancaire. Tu peux venir avec du cash, avec ta carte bleue, avec n'importe quoi, tu n'as pas besoin d'ouvrir un compte bancaire. Donc le fait d'ouvrir un compte bancaire est devenu quelque chose de suspicieux à leurs yeux. Pour les raisons évoquées, parce qu'après ça les emmerde de faire de la paperasse pour ceux, et tous les États n'ont pas encore signé le fameux CRS, le Common Report Standard, qui fait qu'ils doivent transférer les datas vers l'Europe, vers la France par exemple. Donc ils n'ont pas envie de se prendre le chou, ils n'ont pas envie de risquer, tu vois, leur business, et donc ils font un peu le ménage. Ça veut dire que déjà, ouvrir des comptes bancaires personnels à l'étranger, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Je ne dis pas que ça se fait pas, hein, mais si tu as beaucoup d'argent, effectivement, ça facilite quand même largement le processus. Maintenant, quand tu as une boîte, c'est presque pire parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a des juridictions qui sont effectivement Hong Kong, par exemple, où c'est des plaques où j'allais me dire des plaques tournantes, c'est pas des plaques tournantes, mais c'est une plaque, par exemple, pour le commerce mondial, où tu as des gens qui font la passerelle entre la Chine et le monde entier. Donc, tu as des importateurs, des exportateurs qui ont des structures qui sont installées là-bas et qui voilà, gèrent ce type de flux. Après ça, une juridiction offshore, c'est-à-dire offshore, c'est tout ce qui concerne le business qui est détaché de Hong Kong et qui fait que tu peux facturer sans TVA, sans taxes, sans quoi que ce soit à partir de Hong Kong. Mais de plus en plus, en fait, ouvrir une société à Hong Kong, c'est toujours aussi facile que ça l'était avant. En revanche, ouvrir un compte bancaire, c'est devenu une tannée. Parce que, eh bien, pour ces raisons-là, ils vont te demander qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui nécessite que ta boîte elle soit à Hong Kong, parce que finalement si tu es français et que tu habites en France, c'est quoi l'intérêt pour toi d'avoir une boîte à Hong Kong, surtout si tu fais pas de business avec Hong Kong. Si tu es en Thaïlande, c'est la même chose, c'est-à-dire si tu es français en Thaïlande et que tu veux ouvrir une boîte à Hong Kong, tu vois, ça commence déjà à être un peu plus encore suspect à leurs yeux maintenant, parce que ça veut dire que tu mets en place un système qui connaissent bien, évidemment, mais ceci dit, ils vont plutôt maintenant commencer à te demander, c'est vrai dans d'autres pays que j'ai pu expérimenter, à ce que tu sois présent sur le territoire. Ça veut dire, si tu veux avoir une activité économique à Hong Kong, tu prends des bureaux, tu prends un visa de résidence, et puis tu reviendras quand tu auras l'historique bancaire à nous présenter que ton business y roule. C'est devenu un peu ça, et ça va devenir de plus en plus ça pour les raisons que j'évoquais. Maintenant, il commence d'ailleurs d'une manière assez rigolote, mais c'est vrai que la nature ayant horreur du vide, à avoir de nouveaux débouchés qui apparaissent. Donc c'est devenu plus compliqué sur les méthodes qu'on connaît, qu'on utilisait traditionnellement, mais de l'autre côté on commence à voir émerger des choses. Alors il y a déjà les crypto-monnaies, bon ça c'est un vœu pieux, mais effectivement on va se dire que la crypto-monnaie ça te gommerait la comptabilité puisque tu as la traçabilité de toutes les transactions qui est interne à la blockchain, donc du coup tu n'auras même plus besoin de faire de comptabilité, et de l'autre côté les États pourraient prélever directement des taxes dessus où ils voudraient, ça serait encore plus simple aussi, et puis de l'autre côté tu n'auras plus besoin des banques, tu n'auras plus besoin du tout d'une banque puisque l'argent tu le recevrais directement en toi, défalqué de tout ce que, voilà, machin, etc. Et donc, tu aurais vraiment gommé la nécessité d'avoir une structure bancaire qui vient de pomper de l'argent inutilement. Mais ça, c'est encore un truc qui est un peu du domaine du rêve pour l'instant et les États vont se battre contre. Et puis, bon, voilà, peu importe, il y a la technologie à développer, c'est une vision de long terme. Ceci étant, il y a un nouveau business model qui apparaît aujourd'hui, c'est les trucs, les banques qui ne sont pas des banques, tu sais, les Revolut, les N26 et compagnie, qui ont fait un énorme carton auprès des particuliers. Enfin, moi je suis pas en Europe, mais du coup j'en ai quand même entendu largement parler. Et c'est vrai que ce type de service commence à s'intéresser très largement au business professionnel, à tel point d'ailleurs qu'il y a des business, enfin il y a Revolut Business par exemple, qui commence à proposer effectivement d'incorporer, enfin pas d'incorporer, mais de remplacer ta banque professionnelle. C'est-à-dire, si tu as tous les papiers de ta boîte, ils proposent deux options d'ailleurs de mémoire. Il y a une option pour les freelances et une option pour les sociétés. C'est-à-dire, voilà, si tu es tout seul ou si tu es machin, et tu peux déjà héberger ton activité, ne serait-ce que pour la séparer si tu es en Europe, de ton compte bancaire à toi, c'est-à-dire de faire un peu le ménage entre ce qui est pro et ce qui est perso. Tu vois, même si tu es sous un régime d'auto-entrepreneur, par exemple, où tout se mélange un peu, c'est quand même bien d'un point de vue bancaire de mettre les trucs à part, comme ça évite les problèmes. Donc c'est une bonne alternative parce que eh bien, ça te permet déjà d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus souple à l'ouverture déjà, et puis qui va venir combler les lacunes du système bancaire où les mecs ils vont te tanner, ils vont te demander des paperasses à rallonge, et puis ils vont te faire chier, et surtout ils vont te prendre beaucoup d'argent, quoi, parce qu'en réalité, bon, il y a un truc, c'est que les premiers
bénéficiaires des systèmes, des structures offshore, des comptes à l'étranger, etc. C'est les banques, elles prennent à chaque fois, c'est-à-dire tu as de l'argent qui arrive d'Europe, elles prennent de l'argent, elles prennent une commission sur les virements entrants, elles prennent un taux de change, tu sais, enfin des frais sur le taux de change, quand tu reçois une monnaie et que tu veux la reconvertir vers une autre, elles te prennent là, elles te prennent de l'argent quand tu revires ton argent, elles te prennent de l'argent à tous les niveaux. Donc en réalité, eh bien, voilà, tu pourras, à mon avis, dans les années qui viennent, t'en passer. Alors c'est encore une fois à l'étude. Pour l'instant, ça va être, tu vois, je pense que ça va être un nouveau Far West, c'est-à-dire que il y a eu une grande époque des offshore que moi j'ai connue, c'est-à-dire où c'était beaucoup plus facile parce que c'était un peu underground. Maintenant, c'est devenu très mainstream, très voilà, très utilisé parce qu'il y a plein de gens qui bossent sur le net, parce qu'il y a plein de gens qui bossent au quatre coins du monde et que c'est un outil. En réalité, c'est pas pour échapper à l'impôt. Moi, je m'en fous un peu. C'est juste que moi, je suis en Asie, j'ai besoin d'avoir une structure qui est proche aussi de mes besoins, de mes préoccupations. Et puis, effectivement, si ça peut gommer de l'impôt, bah tant mieux, quoi. Voilà. Mais en réalité, ce type de structure est devenu extrêmement connu. Et il faut effectivement que, tu vois, il y a une phase dans laquelle ça se réglemente, et puis de l'autre côté, quand ça commence à être trop casse-couille, il y a des nouvelles alternatives qui apparaissent. Je pense qu'on est un peu à cette jonction-là, et en réalité, on va voir l'émergence dans les mois qui viennent de nouveaux services comme ça, qui vont peut-être pas durer dans le temps non plus. Je veux dire, ça va suivre la même courbe, c'est-à-dire ça va être simple d'entrer, puis ça va être plus compliqué, plus compliqué, plus compliqué. C'est toujours comme ça en réalité. Quand tu regardes bien, j'ai fait une vidéo sur la fin du western pour l'e-commerce, c'est la même chose. Enfin, tout est prédictible dans cette histoire et prévisible parce que, encore une fois, il y a toujours, les États, ils n'ont pas la capacité à réglementer tout de suite, c'est-à-dire il y a une innovation qui arrive, ils la regardent, ils font bon, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, le temps qu'ils se mettent à se décider, à pondre un texte, à se mettre d'accord, à le voter, à le mettre en application, il se passe quelques années. Mais tu vois que l'évolution pendant ce temps-là des opérateurs privés, elle est beaucoup plus rapide, c'est-à-dire les mecs, ils s'engouffrent dans des brèches tant que ça peut, et ensuite, voilà, une fois que les gens, les États sont devant le truc, ils sont un peu devant le fait accompli, ils sont obligés de faire avec, de composer avec et de ménager un peu le truc, quoi. Donc c'est un peu ce qui va se passer, je pense. Ça va être intéressant à suivre, mais encore une fois, eh bien, c'est un principe qui est simple à mon avis, c'est celui qui consiste à dire que la nature a horreur du vide. C'est vrai, tu coupes un arbre, tu reviens 1 an, 2 ans après, tu as un nouveau truc qui occupe l'espace. C'est pareil en fait dans le business, et si tu as un opérateur qui disparaît, tu en as un autre qui va le remplacer, sauf si le business il est moisi, c'est une planche savonneuse, mais en réalité il y a toujours ce principe là. Donc ça va être intéressant à suivre et je t'en reparlerai très certainement. En attendant, n'hésite pas à me laisser tes commentaires, à m'envoyer un petit message sur Messenger avec le lien que tu trouves dans la description également, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Et puis je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao!